majoritairement dans le cadre familial, enfin c'est ce que disent les uns les autres. Bon, vous avez parlé des farceurs tout à l'heure. Oui. Ben, j'ai un farceur avec vous. C'est Jean-François Toussaint, qui est professeur de physiologie selon votre définition. Bonjour monsieur Toussaint. Monsieur Toussaint. Vous n'avez pas que des amis sur le plateau, je vous préviens. Vous êtes professeur de physiologie à l'université Paris-Descartes. Vous êtes directeur de l'Institut de recherche biomédicale et épidémiologie du sport. Vous faites partie des rassuristes, ceux qui ont eu plutôt un regard positif sur l'évolution de l'épidémie. Selon vous, l'immunité collective sera bientôt atteinte en France. Aujourd'hui, vous êtes honni et effectivement, de simplement vous donner la parole est parfois sujet à caution. Simplement, je voulais savoir quelle analyse vous portez aujourd'hui. Est-ce que vous dites « je me suis trompé » ou est-ce que vous persistez justement dans votre analyse et vous allez pouvoir nous la donner? Oui, bonjour. Effectivement, les mots que vous employez, les qualificatifs, sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Le premier point qui est important, c'est d'abord de dire qu'il n'y a aucun souci à désigner les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire cette deuxième vague ou cette deuxième phase ou ce deuxième temps de l'épidémie pour ce qui apparaît, c'est-à-dire avec une augmentation des hospitalisations, de la réanimation et du nombre de décès. Le point important est de comprendre ce qui en est la cause. Et ce qui nous différencie pour beaucoup d'entre nous est de savoir s'il s'agit d'une responsabilité collective ou bien s'il s'agit d'une évolution complète d'une phase épidémique entre un virus et nos sociétés. Et si l'on fait l'analyse de tout cela, il s'agit de points de vue totalement différents sur lesquels on peut comprendre que les mesures à prendre ne sont pas du tout les mêmes. Je m'explique. Nous venons de publier hier une étude qui a repris sur les 188 pays du monde qui ont eu au moins un cas de Covid et au moins 10 décès sur leur territoire, l'ensemble des déterminants qui ont contribué à expliquer la mortalité sur les 8 premiers mois de cette épidémie. Et ce que l'on constate actuellement en regardant tous les grands facteurs, qu'il s'agisse de l'espérance de vie, qu'il s'agisse des facteurs sanitaires, des facteurs économiques, des facteurs politiques ou des facteurs environnementaux, c'est que le plus important, c'est-à-dire la cible principale du virus, ce qui va expliquer la mortalité à la fin de la première et de la seconde phase, pour ceux qui en ont connu deux, eh bien c'est essentiellement la régression de l'espérance de vie, la stagnation de celle-ci, les critères métaboliques, c'est-à-dire la sédentarité et l'obésité, les maladies cardiovasculaires, l'environnement, c'est-à-dire la température, et c'est ce que nous notions dès l'été, c'est ce que nous avions dit par rapport au présent employé à ce moment-là. Je disais au mois d'août, dans un certain nombre d'entretiens, et notamment avec un article du Point, il n'y a pas de deuxième vague au présent. Je n'ai jamais dit il n'y aura pas de deuxième vague. Au contraire, j'attirais l'attention sur ce qui était en train de se passer dans les pays d'hémisphère sud. Et c'est ce que nous avons vu avec un très long dôme, une très longue phase épidémique qui a duré pendant tout l'hiver austral là-bas. Et en voyant qu'à partir de là, ces données sur les pays européens allaient se produire très probablement en symétrie et de la même façon. Donc cette question qui était de démontrer qu'il n'y avait pas de facteurs prédictifs dans les algorithmes et dans les prédictions qui étaient faites par d'autres équipes, montre principalement que ce sont ces effets liés à la nature des sociétés très développées avec ces facteurs de risque cardiovasculaire et avec le facteur de risque de l'âge qui expliquent la mortalité. Et malheureusement, dans cette étude, il n'y a pas de relation entre l'intensité du confinement, qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas, qu'il soit militaire ou qu'il soit lié à un simple couvre-feu. Il n'y a pas de relation entre le confinement et la mortalité. Voilà. J'entends, je ne vous ai pas coupé parce que ça demande effectivement une explication en longueur, c'est une explication radicalement différente de celle qu'on entend. Je ne sais pas, est-ce que pour vous, est-ce que M. Toussaint est un farceur pour vous? Oui, parce qu'il nous a expliqué pendant je ne sais pas combien de temps qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Non, je n'ai pas dit ça, Laurent, je n'ai pas dit ça. D'accord, enfin, vous n'avez pas dit ça, mais enfin, vous avez dit pas exactement les mots, et on ne peut pas les repasser, les mots sont précis. Les extraits de ce qu'il a dit?
Il y a 15 jours, comme ça, on pourrait savoir. Il y a 15 jours, vous étiez encore sur un plateau télévisé à assurer qu'il n'y avait pas encore de deuxième vague. Moi, je vous ai entendu, Monsieur Toussaint. C'était avec Martin Blachier. Et quand les gens, il me Exactement. semble bien que quand les gens disaient, quand il y avait des médecins qui disaient attention, on risque une deuxième vague. C'était Delfrécy qui disait ça. Delfrécy a dit il y aura une deuxième vague fin octobre, début novembre. Enfin, il disait non, c'est pas du tout. Par ailleurs, Éric Nolot. Par ailleurs, vous ne répondez pas à la question principale, parce que là, vous nous parlez de la mortalité. Nous, on parle des admissions en réanimation, c'est-à-dire la saturation, pas forcément des gens qui meurent, mais de la saturation des services de réanimation. C'est ça qui est en jeu. Eh bien, c'est à nouveau un problème très important pour savoir comment il faut décider les choses. Et c'est en fonction des résultats attendus qu'on va le voir. Si vous pensez qu'en fermant les restaurants et en fermant les salles de sport, vous allez contribuer à limiter les entrées en réanimation, la preuve est faite que ce n'était pas la solution à prendre. Ce qu'il faut maintenant, c'est mettre les moyens là où sont les besoins. Et ce qu'il faut donc, c'est organiser une prise en charge des personnes qui en ont besoin. Et s'il le faut éventuellement, avoir un hôpital très large, un hôpital de campagne. Les Anglais l'ont fait, les Madrilènes l'ont fait. Et avoir à partir de ce moment-là un accueil, porte de Versailles, au Palais des Expositions à Villepinte, dans des endroits qui permettent d'avoir des grandes circulations et des grandes continuité du suivi pour les personnes qui seront à ce moment-là prises en charge sur des structures qui seront dédiées à cela. Alors, analyse radicalement différente, puisque vous... J'essaie de synthétiser. Professeur Toussaint ne doute jamais. Non mais, je constate, il ne doute jamais, il se trompe jamais. Attendez. Mais il se trompe jamais, c'est sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est analyse radicalement différente de celle qu'on a entendue tout à l'heure, puisque vous dites augmenter quelle crédibilité il peut avoir après de s'être trompé de telle manière. Bon, moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi vous êtes quelques-uns et pourquoi la communauté scientifique et politique ne vous suit pas. Ça pourrait vous interroger. Moi, j'essaye de donner la parole à tout le monde. Vous êtes crédible à mes yeux, puisque vous êtes professeur de physiologie, je le rappelle, à l'université Paris-Descartes. Vous êtes directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Donc, vous êtes une parole crédible. Et c'est pour ça que vous avez la parole. Mais je vous pose la question, pourquoi personne ne vous suit, ou la majorité ne vous suit ? La question que vous posez est celle non seulement de la crédibilité, mais surtout celle de la réalité des analyses. Il n'est pas question, et là non plus, je réfute cette idée que je ne doute pas. Évidemment qu'on doute à chaque fois sur les questions, évidemment que nous nous sommes tous trompés, y compris sur la hauteur des vagues, sur les éléments qui allaient en donner les succès. Ce que l'on voit sur ces phases successives, c'est qu'il y a des facteurs explicatifs et il y a des facteurs que l'on croyait prédictifs. C'est sur ces facteurs-là que finalement s'est faite la décision initiale, et c'est sur ces facteurs-là que vont se faire les nouvelles décisions. Est-ce que l'on va reconfiner? La réponse est oui, c'est écrit dans les plateaux, c'est écrit dans les dossiers, et ce reconfinement ne sera pas suivi d'effet parce que le précédent, sur la vague précédente, n'a pas montré de contribution. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans une méthode... Attendez, le précédent confinement, selon vous, n'a servi à rien, c'est ce que vous dites? Parce que mathématiquement, moi j'ai vu qu'il avait fait baisser le nombre de décès et le nombre d'incidences. Pourquoi vous dites que ça a servi à rien? Ce que les papiers ont montré, y compris dans Science et dans Nature, dans les plus grands journaux, était la reprise des algorithmes prédictifs du début de la phase de février qui ont été ensuite réutilisés a posteriori. Or, si on l'analyse, on voit que le temps de doublement et le taux de croissance de la maladie est déjà en train de diminuer avant les confinements dans les grands pays européens. Et donc, si l'on poursuit et que l'on mesure a posteriori, non pas sur des algorithmes, mais sur la réalité, ce que nous avons fait et que nous avons publié hier, on montre que l'intensité du confinement n'a pas de rapport avec la mortalité. Tout ça, mais d'abord, je ne suis pas sûr de tout comprendre, bien évidemment. Et pourquoi, à ce moment-là, pourquoi cette analyse que vous donnez n'est pas privilégiée? Olivier Véran, c'est quelqu'un qui écoute. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui écoute, forcément. Tous les plus grands spécialistes sont autour d'eux. Et personne au monde ne fait ce que vous faites. C'est-à-dire que tout le monde reconfine. Tout le monde en fait aujourd'hui globalement à la même stratégie. Ce n'était pas le cas il y a 6 mois, mais maintenant tout le monde, Pays de Galles, Irlande, Nouvelle-Zélande, etc. Non, absolument pas. Vous avez plusieurs pays qui n'ont pas cessé de ne pas confiner, qu'ils soient en Asie comme la Corée du Sud, avec des confinements très locaux, mais surtout une technique d'isolement, de traçage qui était sur le diagnostic au début de l'épidémie, là où c'était encore contrôlable. Maintenant, ça ne l'est plus en France.
Et l'autre pays qui est l'exemple, le contre-exemple absolu des estimations et des simulations qui avaient été faites initialement, c'est la Suède, qui n'a toujours pas de réascension actuelle, contrairement à tous les autres pays européens. Et ça, c'est un point majeur, puisqu'on leur avait prédit initialement 70 000 décès. La question de l'immunisation collective qui est en train de se faire en Suède et à laquelle finalement contribuent les stratégies actuelles en France, parce qu'on court derrière, mais ce que l'on voit avec la campagne de tests, 100 000 tests positifs chaque jour, ça veut dire qu'on a 3 millions de personnes qui sont immunisées à la fin de chaque mois. Ça change considérablement le taux de propagation du virus et l'interaction qu'il va avoir avec la population française. Certains médecins, parce que la communauté scientifique se divise sur tous les sujets, c'est quand même ça la leçon du Covid, c'est la perte de crédibilité dans la parole médicale, nous expliquent que l'immunité n'est absolument pas garantie quand vous avez contracté une fois le virus. Donc votre raisonnement, déjà, il n'est pas suivi par certains de vos confrères. Et j'ajoute qu'en Suède, ça augmente quand même, hein, ça réaugmente. Non, pas le nombre de décès. Le nombre de décès n'augmente pas en Suède et ils sont à 500 contaminations par jour depuis le mois d'août. Donc il va peut-être y avoir une réascension avec l'hiver. Ça, ce sera important, mais ce n'est pas le cas. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quantité, au contraire, de scientifiques dans le monde, et ceux qui ont signé en particulier la déclaration de Great Barrington, qui montrent qu'on voit bien que le confinement est une solution catastrophique sur le plan économique et social, et que cela va coûter des morts considérables l'année prochaine, et que l'inverse, celui de la positivité et l'effet positif, n'est pas garanti par le confinement. J'entends bien. L'immunité collective, vous n'avez pas répondu à la question d'Éric Nolot. L'immunité collective, si on l'a chopé une fois, on peut le rechoper une deuxième fois. C'est exceptionnel dans les publications. Il y a moins de 20 cas qui ont été publiés dans le monde. D'accord. Pour ça, c'est 30 millions de personnes contaminées, ça fait quand même une probabilité faible. Bon, merci Monsieur Toussaint. L'idée, c'est quand même de donner la parole à des gens qui, effectivement, sont crédibles, forcément. Moi, j'ai passé mon temps à dire que je n'ai pas d'avis sur cette maladie. J'observe que des gens disent des choses différentes. Et il me semble, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte, qu'il faut ou qu'il faille les écouter.